Bienvenue! Aujourd'hui, on explore ensemble des documents assez passionnants sur la médecine régénérative. C'est un domaine fascinant, vraiment, plein de promesses incroyables pour guérir, mais qui, on va le voir, cache aussi des pièges et des dangers bien réels. Notre but ici, c'est d'extraire l'essentiel de ces textes, comprendre un peu la science derrière tout ça, les énormes enjeux économiques, on parle de sommes folles, les risques pour les patients et puis les défis pour que ça soit bien encadré. Et pour bien saisir cette double facette, les articles nous donnent deux exemples assez forts. D'un côté, Marie Chantal, qui a pu être guérie de la drépanocytose, une maladie du sang, grâce à une thérapie génique sérieuse et bien contrôlée. Oui, un succès encadré, voilà. Et de l'autre, Matthew. Lui, il cherchait juste un soulagement pour une hernie discale et il s'est retrouvé avec une injection d'exosome pas du tout approuvée et les conséquences ont été terribles. Un cas tragique, ouais. Alors, pour commencer, peut-être la science. Les textes rappellent le rôle clé des cellules souches, ces cellules capables de se transformer. C'est ça. Il y a les cellules embryonnaires, très puissantes, mais bon, ça soulève des débats éthiques, on sait, et les cellules adultes. Et puis, la grosse avancée de Shinya Yamanaka en 2006, la reprogrammation. Ah oui, les IPS. Exactement, reprogrammer des cellules adultes en cellules souches pluripotentes induites, les IPS. Une technique qui permet d'avoir des cellules très polyvalentes sans utiliser d'embryons. Ça contourne une partie des problèmes éthiques et aussi les risques de rejet. Tout à fait. Et il y a aussi les exosomes dont on parlait pour Mathieu. Ce sont des minuscules messagers que les cellules s'envoient. Ils transportent des infos cruciaux et ils semblent jouer un rôle important dans la réparation des tissus. D'accord. Mais attention, des institutions comme l'INSERM, par exemple, le rappellent bien dans les documents guider précisément la transformation des cellules, ça reste très compliqué. Beaucoup de cellules qu'on injecte ne survivent pas longtemps, et puis il y a un vrai risque de tumeur si la reprogrammation n'est pas parfaite, si elle est incomplète. Donc oui, la promesse est là, mais la science est loin d'être simple. C'est clair. Mais alors, cette science complexe, elle alimente un marché qui, lui, semble exploser. Les chiffres dans les documents sont incroyables. Ah oui, c'est ça qui est paradoxal. Le marché mondial, on parle de 36 à 42 milliards de dollars pour 2024. Et les projections, c'est plus de 200 milliards d'ici 10 ans. Une croissance fulgurante. C'est énorme. Et dans cet écosystème, on trouve de tout. Des géants pharmaceutiques, genre Novartis, Gilead, qui souvent d'ailleurs rachètent les innovations des startups. On mentionne la française Everzoom pour les exosomes. Oui. Mais à côté de ça, il y a tout un marché de l'esthétique, beaucoup moins régulé. Et le problème, c'est que le vrai succès d'une thérapie légitime, ça crée un appel d'air, ça ouvre la porte à des cliniques, disons, prédatrices, qui vendent des traitements pas prouvés du tout. Et ça nuit à la confiance dans tout le domaine. Oui, les sources parlent même de Far West. L'exemple du Stem Cell Institute of America, SCIA, est assez parlant. Un réseau de chiropraticiens qui utilisaient des séminaires, des publicités trompeuses. Tout à fait. Pour vendre des injections non prouvées, parfois jusqu'à 5 000 $, en ciblant souvent des personnes âgées et vulnérables. Ils ont été condamnés d'ailleurs. Oui, à plus de 5 millions de dollars d'amende et de remboursement. Et les conséquences pour les patients, elles peuvent être gravissimes. La FDA américaine le rappelle. Des cas de cécité, de tumeurs, d'infections très sévères. C'est terrible. Et au-delà de les cliniques carrément malhonnêtes, il y a aussi des failles dans le système. La faillite de la banque de sang de cordon CryoSafe, par exemple, ça a laissé 250 000 familles dans l'incertitude la plus totale. Ça pose vraiment la question de la surveillance de tout ça. Justement, la réglementation. Elle semble avoir du mal à suivre ce rythme effréné, non ? Entre les États-Unis et l'Europe, les approches sont pas tout à fait les mêmes. C'est vrai. La FDA aux États-Unis, l'EMA en Europe, et une des failles qui est pointée en Europe, c'est ce qu'on appelle l'exemption hospitalière. En gros, ça permet parfois d'utiliser des thérapies innovantes sans l'autorisation centrale européenne. Ah oui ? Oui, ça peut créer une sorte de voie parallèle pour des thérapies qui sont, disons, moins éprouvées, moins validées que les autres. D'accord. Et puis, il y a le facteur humain, le désespoir des patients face à des maladies sans traitement. Absolument. C'est ce que les textes appellent la science-plotation. Utiliser un jargon scientifique, un peu compliqué, pour vendre de l'espoir. Parfois du vent, quoi. Et ça, c'est renforcé par des célébrités qui parfois font la promotion de certains trucs ou par le financement participatif.
On finit par inverser la charge de la preuve. Au lieu de demander « prouver que ça marche », on entend « pourquoi ne pas essayer ?» C'est dangereux comme raisonnement. Donc pour résumer un peu ce qu'on a lu, il y a ce contraste vraiment saisissant, une science incroyable, potentiellement révolutionnaire, capable de miracles. Oui. Et en face, un marché où cet espoir est parfois exploité sans aucun scrupule. C'est exactement ça. Et au-delà des risques pour les personnes, les sources posent des questions plus larges pour la société. Est-ce que ces thérapies, qui sont très chères, ne vont pas creuser encore plus les inégalités, créer une sorte d'aristocratie biologique ? Oui, c'est une vraie question. Et quelle valeur on donne, collectivement, à la prolongation de la vie face à d'autres besoins, d'autres biens communs ? Des questions profondes. Pour revenir à quelque chose de plus pratique, pour ceux qui nous écoutent, les documents donnent quelques signaux d'alarme, des choses auxquelles faire attention si on envisage une thérapie de ce jour. Oui, c'est important. Se méfier des promesses de guérison miracle, la panacée, quand on voit plus de témoignages que de vraies données scientifiques publiées, quand les infos sur les autorisations réglementaires sont floues, les coûts très élevés, souvent pas remboursés. Exactement. Et surtout, l'absence d'un numéro d'essai clinique officiel. Ça, c'est un très bon indicateur. Un point crucial. Peut-être une pensée couffinière qui me vient de cette lecture. Pour assurer un avenir responsable à la médecine régénérative, le génie scientifique, ça ne suffira pas. Il faudra aussi du courage réglementaire, une vigilance éthique de tous les instants, et puis un public informé, capable de distinguer l'espoir fondé des promesses en l'air. La grande question, c'est comment on fait collectivement pour garantir cet équilibre qui est si délicat. Une excellente question pour terminer. Voilà qui conclut notre analyse des documents fournis aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir rejoints.